beaucoup pour le 10h midi de Sud Radio. Les sujets se suivent et ne se ressemblent pas, mais c'est ce qui fait le charme de ce 10h midi. On va revenir sur les cosmétiques. C'est la une de 60 millions de consommateurs. Gel, douche, crème, vernis, dehors les toxiques. 86 produits, 6 familles étudiées, passées au crible. On va en parler ce matin. Appelez-nous si vous voulez poser des questions ou témoigner. Nos cosmétiques sont-ils dangereux? Adélaïde Robert-Géraudel, bonjour. Vous êtes chef de rubrique santé chez 60 millions de consommateurs en charge de ce dossier sur les cosmétiques. Et Françoise Audebert, bonjour. Vous êtes conseillère scientifique à la FEBEA. C'est la Fédération des entreprises de la beauté. Merci d'être là parce que c'est pas toujours évident de répondre à 60 millions de consommateurs. Il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai. Parfois, il y a la chaise vide face à vous. Face à certains dossiers. C'est possible. C'est possible. Vous avez... Oui, si, moi, ça fait un moment. Nos salles de bain, donc fourmis de produits toxiques. Alors, vous avez élaboré, vous allez nous raconter peut-être comment vous avez procédé. Vous avez élaboré le Cosmétoscore pour déterminer le risque que représentent ces différents produits, à la fois pour notre santé, mais à la fois pour l'environnement. Alors, c'est l'originalité de ce score. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est différent? Vous dites que ce n'est pas la même chose que Yuka ou ces autres applications qui existent. En quoi est-ce que c'est différent? Les principales différences, d'abord, c'est qu'on tient compte effectivement aussi de l'environnement, pas seulement de la santé, et qu'au lieu de prendre uniquement la présence ou l'absence d'un ingrédient, on essaye de tenir compte de la quantité de cet ingrédient dans le gel douche ou la mousse à raser. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il ne suffit pas qu'il y ait un produit d'annoncé pour que ce soit forcément toxique. Non, en tout cas, la quantité peut quand même avoir une influence. Et puis l'usage du produit aussi. On tient compte de l'usage, s'il est rincé, non rincé, s'il est appliqué, si c'est une crème hydratante qu'on va appliquer tous les jours ou si c'est quelque chose qu'on va utiliser de façon moins fréquente. Pourquoi vous avez eu envie ou besoin de créer ce Cosmétoscore, justement? On remarque dans les supermarchés, je pense que vous tous, quand vous allez dans les supermarchés, vous pouvez constater qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent les étiquettes. Une étiquette, c'est absolument incompréhensible. Vous regardez les ingrédients. Je ne sais pas si vous avez regardé la liste au dos. C'est quand même des termes qui sont très techniques. Et puis, il faut connaître il faut savoir à quoi ça correspond, quels sont les risques associés. On n'est pas du tout capable de faire ça, je pense, en tant que consommateur. Et du coup, l'idée, c'était d'aider le consommateur à faire un choix en lui donnant un score assez facile à lire. Ça va de A à E, du rouge au vert. C'est un petit peu le même code couleur que le Nutri-Score, le Ménage Score. C'est assez facile à comprendre. Et donc, l'aider, savoir ce qui sera pour lui bon pour la santé et qui sera pas nocif pour l'environnement. Oui. Comment est-ce que vous réagissez, vous, fédération des entreprises de la beauté, quand vous voyez cette une qui sort en kiosque? Écoutez, il faut le débat sur la composition des produits, que ce soit des produits cosmétiques ou autres, il est tout à fait légitime. Et le travail qui a été fait là est assez important parce qu'il y a quand même, plus de 80 produits qui ont été testés, 86 produits. Pas testés, mais passés au crible. Alors, en Europe, on considère qu'il y a à peu près 800 000 produits différents sur le marché. Mais enfin, 80, c'est déjà bien. C'est vraiment un titre illustration. Mais pour moi, c'est l'occasion d'apporter des précisions aux auditeurs sur la façon dont nous, fabricants de cosmétiques, nous travaillons. Parce que c'est important aussi d'être informé pour faire un choix éclairé. Il y a beaucoup d'ingrédients, par exemple, dans cet article. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces ingrédients, nous les connaissons, nous les maîtrisons. Nous les évaluons et les réévaluons régulièrement parce qu'on travaille en fait dans ce que l'on appelle selon l'état de l'art. En science, ça veut dire que dès qu'il y a de nouvelles données qui apparaissent, on réévalue les produits. Le deuxième point qui est important à savoir, par exemple... C'est pas un peu tard? C'est fait avant la mise sur le marché des produits. Oui, mais vous dites vous réévaluez, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui ont été mis sur le marché dont vous vous rendez compte au bout d'un moment qu'il y a des ingrédients qui n'auraient pas dû être dans ces produits? Alors pas du tout, parce qu'en fait, alors ça aussi c'est quelque chose que peu de gens savent. En fait, nous vendons des produits en France, donc nous travaillons avec les autorités sanitaires, qui sont d'ailleurs très vigilantes et très compétentes pour le faire. Et il faut savoir que, alors ça, peu de gens le savent, il y a un travail énorme qui est fait avant la mise sur le marché. Et pour vous donner un exemple,
il y a un triple contrôle sur les ingrédients cosmétiques. Le premier, tous les ingrédients sont évalués par une agence européenne, en général, qui est spécialisée. Le deuxième point, les produits cosmétiques, les ingrédients cosmétiques sont évalués par un comité scientifique indépendant au niveau européen, qui d'ailleurs, ce comité, il y a des spécialistes, des scientifiques français. Ils évaluent notamment la grande partie des ingrédients qui sont cités dans cet article systématiquement, les conservateurs, les colorants. Oui, mais là, vous voyez bien quand on regarde les filtres UV, quand on regarde les produits, que ça va pas, quoi. Il y a quand même beaucoup de produits. Si on prend les fonds de teint qui sont classés E, en réalité, il y a souvent un retard en fait dans la réglementation, et c'est vrai qu'il y a des. Alors, ça nous a été reproché. On dit qu'il y a des ingrédients qui sont suspectés d'être perturbateurs endocriniens. En fait, il faut savoir que c'est extrêmement difficile d'évaluer ce pouvoir de modifier l'impact des hormones. Bon, il y a pas de, on fait pas un procès. On sait que c'est extrêmement difficile, mais on voit très bien les limites aussi de l'évaluation. C'est-à-dire que certes, la réglementation, elle est bien, elle nous évite effectivement des produits qui sont dangereux. Il n'y a pas de produits dangereux, il y a des produits avec des ingrédients problématiques, des ingrédients dont il peut exister un risque, ou en tout cas dont on suspecte un risque. Et il y a quand même un retard, on voit bien, entre le moment où les premières données apparaissent et les moments où il va y avoir un retrait ou simplement une baisse de concentration d'un ingrédient dans un produit qui va être imposé. On voit bien qu'il se passe plusieurs années. Donc c'est vrai que c'est un petit peu par rapport à ça, au fait qu'il y a parfois des débats d'experts qui durent très longtemps. Il y a eu le cas, même encore sur les sels d'aluminium, où la France a donné des données. Ensuite, vous étiez pas d'accord. Enfin, la FBA n'était pas d'accord. Ensuite, l'Europe a dit, non, finalement ça va. Et puis finalement, la France va encore dire que ils ne sont pas forcément d'accord avec la position européenne. Il y a des débats d'experts, c'est très compliqué pour le consommateur, c'est incompréhensible. Nous, l'idée, c'est simplement de dire, il y a des substances, on n'est pas sûr et certaine qu'elles soient bonnes pour la santé. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question pour des produits qui ne sont pas forcément non plus très nécessaires, mais en revanche qu'on va quand même utiliser au quotidien. Est-ce que le consommateur, lui, a envie qu'on prenne le risque en fait de l'exposer à ça? Est-ce qu'on ne peut pas simplement parfois, dans certains cas, faire du principe de précaution, à savoir retirer le produit en attendant d'avoir plus de données? Les industriels le font même. Regardez sur le site de L'Oréal, ils parlent du BHT, donc une des substances dont il est question dans l'article. D'un côté, ils expliquent que pour eux, il n'y a pas forcément de données encore probantes, enfin vraiment très claires sur les risques, mais ils ont quand même commencé à essayer de le retirer des... Voilà, et on le voit bien, il y a d'ailleurs plein d'industriels qui le mettent en avant. Maintenant, c'est interdit, mais ils disent sans quelque chose. Il y a eu le parabène, il y a eu les sels d'aluminium. Alors à chaque fois, on voit des sangs arriver. Alors Françoise Audebert, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'attend pas la réglementation. C'est justement ce que j'essaie d'expliquer. Je vais vous donner un exemple qui est cité dans votre article, notamment la méthylisothiazolinone. Bon, gros nom. Mais très rapidement, on a vu du fait justement du remplacement des parabènes, qui d'ailleurs n'étaient pas forcément à enlever, ont été remplacés. Il y a une plus grande exposition des personnes et donc plus de réactions allergiques. Voilà, très bien. Depuis, on a immédiatement, nous, on va à des congrès, on suit les informations, ça c'est un premier point. Les informations scientifiques, on ne peut pas se baser sur des rumeurs, on travaille sur des informations, sur des faits scientifiques même, donc c'est assez compliqué, effectivement. Et c'est pas aux consommateurs de le faire, mais nous le faisons en amont. Donc, mais vous avez le sentiment que 60 millions de consommateurs, et vous répondrez, en fait, fait du marketing d'une certaine manière et alerte sur des choses qui ne sont pas réelles? Je vais vous donner un exemple puisqu'on parlait des perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous envisagez d'interdire le soja? Non. Le soja a exactement les mêmes effets in vitro qu'un parabène. Voilà. Le soja n'a jamais rendu quelqu'un malade. Au Japon, ils sont très consommateurs de soja. J'ai jamais vu de réaction d'effet indésirable. Le soja est donné pour les femmes ménopausées. Exactement. Et oui, mais on dit de ne pas en abuser aussi. C'est un aliment qui, à partir du moment où il est potentialisé. C'est exactement ça le point qui est fondamental et que nous travaillons en permanence. C'est que un ingrédient peut avoir un effet néfaste en grande quantité,
mais il sera dans des quantités infimes dans le produit cosmétique. Et c'est ce que nous analysons avant la mise sur le marché du produit cosmétique, avec l'obligation, parce que nous suivons une démarche scientifique d'évaluation qui est prônée par les comités scientifiques européens, hein, on est obligé de suivre ça, dont il est mentionné spécifiquement qu'on doit suivre toute nouvelle donnée scientifique. Je vais vous donner un exemple sur l'histoire des concentrations. On avait calculé pour un des conservateurs que vous mentionnez dans cet article, pour qu'il ait un effet potentiellement néfaste chez une femme, il fallait qu'elle mette quelque chose comme 47 pots de crème par jour, tous les jours, pour qu'elle potentiellement elle atteigne. On l'a fait sur un autre, on a fait cette étude sur un autre conservateur qui est également mentionné. Il fallait qu'un jeune, enfin en tout cas c'était dans des sérums par exemple anti-imperfection, il fallait qu'il en mette 4 pots de sérum par jour. Alors, vous allez pouvoir répondre juste dans un instant. On va marquer une petite pause et on y revient. Effectivement, est-ce que c'est une question de quantité ou pas? On y revient. Avec vous sur Sud Radio, nos cosmétiques sont-ils dangereux? Est-ce qu'il y a trop de produits toxiques? On en parle avec Adélaïde Robert-Géraudel, qui est chef de rubrique à 60 millions de consommateurs, en charge donc de ce dossier que vous retrouverez en kiosque, qui est à la une de 60 millions de consommateurs, et Françoise Audebert, conseillère scientifique à la FEBEA, c'est la Fédération des entreprises de la beauté. On a une auditrice qui souhaitait réagir. Amélia, bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour, vous nous appelez des Landes. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Eh bien, écoutez, moi, je vous ai écouté et moi, honnêtement, je suis pas inquiète parce que les fabricants sont tellement scrutés de nos jours dans tous les sens qu'ils n'ont pas intérêt de faire des erreurs parce qu'ils seraient boycottés en suivant par le client. Et après, moi, j'ai entendu la dame des 60 millions de consommateurs, elle parlait d'applis. Alors moi, honnêtement, je vais vous dire, je ne fais pas du tout confiance aux applis. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a une émission, justement, il n'y a pas longtemps à la télé qui parlait des applis et j'en avais téléchargé une. Je me suis dit, tiens, ça doit être sympa, ça m'évitera de regarder les étiquettes derrière la fabrication. Et puis finalement, il y a une nutritionniste qui a pris un produit qui était très bien noté par une appli, et quand elle a expliqué comment c'était fabriqué derrière, en fait c'était très mauvais pour la santé. Donc je repars à l'ancienne en me disant que je préfère passer du temps à regarder mon étiquette plutôt que de faire confiance à ces applis. Et je pense que je préfère qu'on éduque les gens plutôt que de coller des applis et de leur faire peur. Parce que je pense qu'on est dans une époque où on veut faire peur à tout le monde. Et je préfère honnêtement faire confiance aux fabricants, comme je vous ai dit, plutôt qu'aux applis. Mais sur quoi vous vous basez quand vous choisissez vos produits? Eh bien, quand je choisis mes produits, je me suis instruite en regardant toutes ces émissions culturelles, j'ai appris beaucoup. Donc je regarde tout le temps, je prends un produit alimentaire qui est le moins de produits marqués derrière. Et puis je regarde il y a du glucose. Ouais. Ça c'est sur l'alimentaire, oui, ça prend du temps. C'est sur l'alimentaire. Ouais. Et après, les produits de beauté, c'est pareil, je fais attention à ce qu'il y ait le moins de choses écrites derrière. Ouais, plus c'est court, et mieux c'est. Moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est la base de tout. Alors, Adélaïde Robert-Géraudel, c'est vrai? En tout cas, sur certains aspects, oui, c'est vrai qu'on va préférer des formulations courtes. Notamment là où il y a le moins de parfums, où il n'y a pas toute une série d'allergènes. C'est vrai que ça peut être plutôt intéressant d'avoir des cosmétiques qui vont quand même nous exposer à pas trop d'ingrédients. La difficulté quand même par rapport à l'alimentaire, c'est qu'il y a 25 000, je crois, ingrédients cosmétiques. Et c'est vraiment difficile vraiment, quand vous regardez la liste derrière, vous pouvez regarder des allégations, par exemple, mais quand vous faites le choix d'un produit, c'est quand même plus difficile sur le cosmétique que sur l'alimentaire. Après, il y a des limites sur les... voilà. Après, il y a des limites sur les applis. Je pense que tout le monde est d'accord. Oui, vous ouvrez votre article là-dessus, en disant tout n'est pas parfait. C'est un outil supplémentaire. Après, il y a aussi il va y avoir l'efficacité du produit que vous allez vouloir acheter. Vous allez avoir envie... peut-être d'un gel douche auquel vous allez trouver que c'est agréable, qui sent bon.
En revanche, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement l'industrie cosmétique peut-être nous expose à moins d'ingrédients, parce que je crois que quand on sort de sa salle de bain le matin, on a déjà été exposé à plus d'une centaine d'ingrédients en fait, parce qu'on va faire le gel douche, la crème hydratante. Qu'est-ce que vous répondez à la quantité ? C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont relativement inoffensifs. Quand ils sont complètement, j'ai dit relativement, mais qui sont inoffensifs, employés aux doses auxquelles ils sont employés. Ce sont des produits qui sont là parce qu'on en a besoin pour la composition. Tout à fait. Et je dirais, si je peux, pardon. Enfin, honnêtement, ça dépend. Je pense qu'il y a quand même des produits qui pourraient en mettre un petit peu moins de choses. Et ça, la formulation, c'est une science qui est extrêmement complexe. Et encore une fois, tous les ingrédients sont passés à la loupe. Un produit cosmétique, quand il est mis sur le marché, je ne parle pas de la réglementation, un produit cosmétique, quand il est mis sur le marché, il doit subir, avant la mise sur le marché, une évaluation par un toxicologue, qui est une profession extrêmement réglementée. Il faut avoir des diplômes bien spécifiques, il faut avoir une expérience spécifique, et il doit suivre un cheminement de raisonnement pour valider la sécurité d'utilisation du produit cosmétique. Ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, on est dans un état de droit. Il y a des autorités sanitaires qui surveillent, qui veillent. Et croyez-moi, elles sont compétentes. Ensuite, elles sont extrêmement... Elle n'a pas l'air tout à fait d'accord. Je mettrai des petites limites. Alors, quand vous regardez le rapport de l'IGAS qui est paru cet été, ils expliquent bien quand même les limites du système d'évaluation. Voilà. Je pense qu'il y a quand même des petites choses qui sont difficiles. Vous depuis parlez 2013, du rapport de l'IGAS sur la NSM, moi je ne me permettrai. Non, sur les cosmétiques et produits de tatouage, c'est vrai qu'ils expliquent très bien, par exemple, que depuis l'interdiction des tests animaux, oui, c'est parce que la NSM est en charge aussi de l'évaluation des produits cosmétiques. Il y a quand même, tout n'est pas aussi rose. On n'a plus les tests sur les animaux qui n'étaient pas parfaits, mais on n'a aussi pas tellement trouvé encore des tests équivalents pour permettre d'évaluer surtout les effets sur la santé. Donc il y a certains ingrédients dont on va connaître plus facilement les effets sur l'environnement et qui seront retirés d'ailleurs par rapport à l'aspect environnemental, mais en fait qui ont aussi des effets sur la santé. Donc l'idée n'est pas d'être anxiogène. 60 millions ne veut pas c'était la question que je vais poser. Voilà, 60 millions veut juste dire, voilà, dans toutes les 6 familles qu'on a testées, on a trouvé des produits qui sont notés A, ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser au quotidien, il n'y a pas de risque. Et il existe aussi des produits qui sont mal notés. Qui sont mal notés à la fois. Ils sont mal notés à la fois sur l'environnement et sur la santé. Et c'est pas une question de prix, parce que je vois qu'une crème hydratante clairement pas une question de prix. est notée E, alors qu'une crème Sephora est notée A. Donc c'est pas une question de prix. Non, c'est pas une question de prix. Et c'est pas une question non plus d'endroit où on l'achète. Non plus, il y a des marques de distributeurs qui font du très bon travail avec des formulateurs. Non, vous n'êtes pas d'accord non plus, Françoise Audebert. Non, je ne suis pas d'accord dans le sens où, quel que soit le produit, quand je vous dis qu'il y a une réglementation stricte et qu'on a une obligation d'évaluation de la sécurité, c'est quel que soit le produit, qu'il soit bio, mais cher, comment vous expliquez la différence qu'a trouvé 60 millions de consommateurs si on prend l'exemple d'un fond de teint bourgeois par rapport à un Yves Rocher qui est noté A? C'est justement la problématique des applications, c'est que on ne sait pas toujours quel est le critère qui a décidé. Par exemple, là, vous parlez de critères environnementaux. On ne sait pas sur quels critères ça se base. C'est l'éco-conception du packaging, du produit. Sur les produits, c'est un label. Chaque ingrédient, en réalité, ça vient pas de nulle part. Ce sont des fiches de sécurité qui existent pour tous les ingrédients et qui sont d'ailleurs sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques, ou bien. Enfin voilà, ce sont quand même les évaluations officielles justement. C'est tout le travail qui est fait en amont qui est utilisé pour définir la sécurité d'emploi de tous ces ingrédients. Alors, je vais vous donner, je vais vous rassurer quand même. On a une réglementation tellement stricte, et je ne parle pas des ingrédients tout venant, juste les ingrédients cosmétiques. On a une réglementation tellement stricte que, pour vous donner un exemple, en Europe, donc en France, on a 1300 ingrédients qui sont interdits. On les donne bien dans le micro, oui. 1300, aux États-Unis, il y en a 10. Voilà. Deuxième point, pour ce qui est de la composition des produits, vous ne pouvez pas comparer parce que chaque produit va devoir répondre à un cahier des charges énorme. Il y a la sécurité, c'est l'objectif primordial. La sécurité du consommateur, c'est la priorité des industriels. Ils n'ont pas le droit, et ils n'ont aucun intérêt d'ailleurs, à mettre des produits qui ne soient pas sûrs sur le marché.
D'accord. Oui. Mais après, il faut qu'on réponde aussi aux attentes des consommateurs. Oui, mais il y a bien eu des changements qui ont été faits. Les parabènes, avant que les associations de consommateurs dénoncent leur toxicité, là aujourd'hui, il y a des allégations sans parabènes. Donc il y a bien des choses qui ont été bougées. Justement, la Commission européenne a mis le haut là à ces allégations. Ouais. Et dans l'intérêt du consommateur, elle a demandé à ce qu'on n'utilise plus ces allégations sans, qui à la limite sont anxiogènes pour rien. En revanche, il y a certaines allégations qui sont vraiment informatives pour le consommateur et qui sont autorisées, comme par exemple, vous avez des bains de bouche, si vous l'utilisez pour toute la famille, vous allez avoir sans alcool, par exemple. Oui. Mais je pense qu'il est plus important pour le consommateur de savoir comment les produits sont travaillés et de savoir ce qu'il y a dedans. Bah oui. Et nous, par exemple, les produits cosmétiques, nous sommes, je pense, parmi les seuls produits sur le marché où nous devons indiquer l'exhaustivité des ingrédients qui sont inclus sauf qu'on n'y dedans. connaît rien, sauf Oui, qu'on on sait n'y pas. connaît rien. Alors, on est obligé de s'arrêter, hélas, mais je pense qu'on aura l'occasion. Vous dénoncez, je le signale, le terme peut contenir, qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Bon, allez. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas connaissance de crise sanitaire qui a été due aux produits cosmétiques. Non, mais. Et voilà. Ouais. Et je pense qu'en ce moment, il faut tenir compte du bien-être et de l'hygiène. Plus que jamais. Mais il y a des produits, 60 millions, nous, dit tout pas, ce qu'on dit, il faut tout jeter. C'est qu'il y a des produits qui sont notés. Je peux vous assurer qu'on fait tout et tout est fait. C'est notre priorité. Merci. Les produits sont sûrs. Merci à vous. Crème, gel, douche, vernis, dehors les toxiques. 86 produits qui ont été testés par 60 millions de consommateurs. C'est en kiosque jusqu'à la fin de la semaine. On attend le nouveau numéro avec impatience. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. Merci.